Une pluie de feu s'est abattue sur l'usine Azovstal à Mariupol. Les images aériennes fournies par les Ukrainiens sont impressionnantes. Regardez-les. L'armée russe aurait fait usage de bombes incendiaires sur la Syrie pour venir à bout des soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie depuis plus de 80 jours. Ils constituent la dernière poche de résistance de la ville. Et nous sommes en direct avec le maire adjoint de Mariupol, Petro Andriouchenko. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI ce matin. Certains responsables ukrainiens estiment qu'il s'agit même de bombes au phosphore blanc. Comment en avez-vous la preuve? Eh bien, nous attendons que nos experts et nos militaires sur place confirment quelle était la substance incendiaire. Nous pouvons déjà affirmer avec certitude qu'il s'agit de bombes incendiaires. Ces bombes incendiaires sont interdites par tous les pays civilisés, interdites pour toute utilisation. Nos défenseurs à Mariupol confirment qu'il s'agit des bombes incendiaires et ce n'est pas la première utilisation de ce type de bombe, mais cette fois-ci, ils ont filmé, ils ont les preuves vidéo de ce type d'armes. Alors, ces bombes incendiaires, elles sont interdites sur les civils. Mais là, ce sont des soldats qui sont à l'intérieur de l'usine et qui sont visés par l'armée russe. Eh bien, l'humanité concerne tout le monde. L'attitude humaine vis-à-vis de tous les gens, que ce soit militaire ou civil, est appropriée. Et par ailleurs, cela peut avoir des conséquences catastrophiques pour les civils qui se trouvent juste à proximité d'Azovstal. Si les bombes provoquent un incendie immense, il y a aussi des substances toxiques sur le site d'Aciérie d'Azovstal, ce qui provoque une catastrophe immense, écologique, aussi dangereuse pour les militaires que pour les civils de Mariupol. Selon vous, pourquoi l'armée russe a choisi d'utiliser ce type d'armes maintenant à Mariupol? Petit souci de connexion, peut-être qu'on va retrouver le maire adjoint de Mariupol dans un instant. Pour être très précis sur les bombes incendiaires générales, quand on parle de bombes incendiaires, on parle de quoi précisément? D'abord, c'est des tirs d'artillerie le plus souvent, qui sont destinés à mettre le feu sur une zone déterminée. Quand on regarde les textes officiels, les différents protocoles des Nations Unies sur ces questions-là, elles ne sont pas interdites en tant que telles. D'abord, tous les États n'ont pas signé leur interdiction. C'est réprouvé, c'est vrai. Je n'ai pas tous les textes en tête, ils sont assez compliqués. Un certain nombre d'États n'ont pas signé l'usage de ces armes incendiaires. Et en l'occurrence, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis, ni la Chine. Donc, c'est une arme de guerre. Et en tant qu'arme de guerre, effectivement, elle est employée. Et là, je contesterai un petit peu les remarques du maire adjoint de Mariupol. Qui est de nouveau avec nous en direct sur LCI. Bon, je laisse parler. Allez-y. Quand on voit l'usine, effectivement, il pourrait y avoir un risque pour les civils qui sont très loin, mais on voit bien que l'usine est près de la mer, qu'elle est isolée du centre-ville, et qu'en fait, on est bien sur des cibles militaires par les Russes, et non pas sur les civils que l'on vise. Voilà. Petro Andriouchenko, je vous demandais pourquoi, selon vous, l'armée russe utilise ce type d'armes contre l'usine Azovstal et contre les soldats retranchés à l'intérieur de l'usine. Ils le font parce qu'ils n'arrivent toujours pas à prendre par l'assaut et à arrêter la résistance. Donc, ils peuvent utiliser les armes encore
pire. Et maintenant, je voudrais contester ce que dit l'expert. Quand vous dites que la Syrie est isolée, j'espère que vous pourriez arriver et pourvoir de vous-même par la suite, mais il y a la proximité immédiate de moins d'1 kilomètre, 700 mètres. C'est la proximité immédiate, n'est-ce pas? Oui, mais quand on regarde les images que nous, on voit, par vos instruments de vision, on voit bien qu'effectivement, la ville est quand même très éloignée. Par contre, je suis d'accord avec les risques des armes incendiaires sur les dépôts de matériaux qu'il y aurait dans cette usine qui pourraient avoir des conséquences. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit hier. Mais là, quand on voit les images, on voit bien quand même que c'est relativement éloigné et que quand on voit les tirs menés par les Russes, on voit bien que les tirs sont bien ciblés sur l'usine uniquement, ce qui n'empêche pas effectivement des effets potentiels sur l'environnement plus loin de la ville. On a bien compris, en tout cas, ce matin, que Vladimir Poutine, que Moscou montait d'un cran dans l'offensive, dans l'assaut qu'il mène depuis maintenant plusieurs jours sur l'usine Azovstal. Quel est l'état des soldats ukrainiens à l'intérieur de l'usine, monsieur le maire? On sait que beaucoup sont très blessés, certains sont mutilés. Oui, il y a beaucoup de blessés. Près de 500 personnes ont été blessées et la défense continue. Et nos défenseurs, ils se trouvent dans les conditions très difficiles. Donc la situation en ce qui concerne la défense à la Syrie, elle est critique. Mais les défenseurs sont là et les occupants n'arrivent pas à prendre l'usine par l'assaut. On sait qu'il n'y a plus de civils à l'intérieur de l'usine, mais combien de civils restent-ils à Mariupol? Aujourd'hui, selon nos estimations, jusqu'à 170 personnes civiles sont prises en otage par les envahisseurs dans cette ville. Quand on voit la violence des combats ce matin, avec ce qui ressemble à des bombes incendiaires selon les images qui nous sont fournies par les Ukrainiens, est-ce la preuve, selon vous, que Vladimir Poutine est prêt à tout, ou aller très 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 loin en tout cas, pour obtenir la reddition des soldats et pour conquérir totalement Mariupol? Oui, nous n'avons aucun doute là-dessus. Pour vous, le signe que la chute de Mariupol, puisque c'est l'objectif de Vladimir Poutine, elle est inévitable. Là, il utilise des bombes incendiaires. Peut-être que demain, il franchira un cran supplémentaire dans la violence des combats. En fait, nous attendons à ce qu'ils utilisent tout type d'armes chimiques ou même nucléaires tactiques pour arriver à son but. Comme nous voyons, Poutine n'a aucune estime pour les vies, que ce soit les vies des civils ou des vies des militaires, et donc assiéger et encercler, détruire les populations, détruire la nation ukrainienne. Il n'a aucune humanité, aucune limite là-dedans, rien. Il y a quelques jours, les soldats ukrainiens retranchés dans l'usine avaient lancé un nouveau cri de détresse. Ils avaient enregistré une vidéo dans laquelle ils appelaient à l'aide Elon Musk, ce milliardaire, l'homme le plus fortuné du monde, qui a déjà participé à l'aide à l'Ukraine. Est-ce que vous renouvelez votre demande d'évacuation de ces soldats à la communauté internationale? Oui, nous n'arrêtons pas d'implorer la communauté internationale de faire quelque chose pour permettre cette procédure d'évacuation des militaires d'Azovstal, car la situation qui se trouve là-bas montre que l'extraction ou
l'exfiltration de ces militaires pourrait se faire de telle manière qu'ils ne combattent plus. Ils resteraient inactifs jusqu'à la fin de la guerre par la suite. Merci beaucoup, Petro Andriouchenko, maire adjoint de Mariupol, d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur LCI. Je voudrais qu'on revienne sur ces images qui sont très impressionnantes et qui sont fournies par les autorités ukrainiennes. On rappelle toujours nos sources. Est-ce la preuve que ce sont des bombes incendiaires qui sont utilisées par l'armée russe et que l'on voit à l'image, Magali? Oui, ce sont manifestement des bombes incendiaires parce qu'on voit bien que le but, c'est... ça illumine le champ de bataille et puis ça provoque, évidemment, en touchant le sol, des incendies. Après, la question, c'est de savoir quelle efficacité ça peut avoir dans les souterrains, les bunkers dans lesquels sont retranchés les militaires ukrainiens qui sont encore à l'intérieur. Parce que, vous savez, on le dit depuis maintenant longtemps, cette usine d'Azovstal, c'est immense et puis ça va très très loin en profondeur, plusieurs mètres sous sol, avec des galeries souterraines, des bunkers. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Pour Vladimir Poutine, atteindre les profondeurs de cette usine, c'est extrêmement compliqué. Alors dans quelle mesure ces bombes incendiaires qui vont donc provoquer des incendies un peu partout peuvent en effet obliger les gens à sortir des souterrains. C'est ça la question et c'est manifestement là l'un des buts. Ce qu'on voit bien en tous les cas, quand on voit l'utilisation de ce genre de matériel, c'est que Vladimir Poutine n'a aucune intention de faire rentrer ses hommes dans les galeries. Parce que ça, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, parce que là, ça signifierait un combat au corps à corps. Évidemment, les Ukrainiens ont là un avantage considérable puisqu'ils connaissent parfaitement le terrain, et ils connaissent parfaitement ces galeries, ont pu les piéger. C'est trop dangereux. Vladimir Poutine a déjà perdu beaucoup trop d'hommes depuis le début de l'invasion. Donc, il essaye, par un tapis comme ça de bombes, de trouver des solutions, de faire sortir les Ukrainiens qui sont encore retranchés à l'intérieur. Mais on voit bien pour le moment que ces efforts ne suffisent pas. Il y a plusieurs centaines de blessés, 38 gravement blessés, même amputés. La vice-première ministre ukrainienne tente d'obtenir qu'ils puissent sortir. On voit bien le refus net et précis. Et ça, c'est contre les lois de la guerre. Parce que normalement, quand on a des soldats qui sont hors d'état de combattre, ils doivent pouvoir être sortis, mais Vladimir Poutine veut, encore une fois, et ça on le répète à longueur de plateau, en découdre avec l'usine d'Azovstal et ce bâtiment Azov qui, dans son narratif, permet de justifier tout son discours sur la dénazification de l'Ukraine. Général. Oui, en termes d'effets militaires, je pense que l'armée de Poutine essaye un nouveau procédé. Effectivement, comme il n'arrive pas à vaincre finalement la résistance par les bombes incendiaires, il compte y arriver. Et l'effet est le suivant, c'est que normalement, comme on a mis des incendies partout, il y a l'oxygène est brûlé. C'est-à-dire qu'on cherche à les asphyxier indirectement, à condition qu'effectivement cet effet puisse aller jusqu'au fin fond des souterrains. On nous a dit qu'il y avait quand même 6 étages de souterrains, si je ne me trompe pas, ce qui fait que je doute que l'efficacité soit totale. Mais en revanche, c'est bien une tentative pour résoudre la résistance, effectivement s'emparer de ce lieu. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point concernant effectivement les blessés, il est normal de faire sortir des blessés, des militaires blessés, et d'avoir un cessez-le-feu pour le faire. Ça me semble tellement évident que j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait pas voulu le faire. D'un autre côté, après, on est aussi dans la notion de renseignement. Qu'est-ce qu'on va apprendre, ce qui se passe réellement? Il y a des images qui vont sortir, et je crois que ce qu'attend surtout Poutine aujourd'hui, c'est que les combattants de cette usine sortent avec le drapeau blanc et se rendent. Et tant qu'ils ne se seront pas rendus, je pense qu'il ne laissera rien se faire. Qu'en pense Ludmila Totieva, bonjour, ukrainienne basée à Paris, consultante en politique publique? En fait, je pense aussi qu'il y a un autre effet militaire qui pourrait être atteint par rapport à ces incendies. C'est qu'effectivement, ça brûle l'oxygène, mais c'est aussi des incendies qui brûlent les structures de l'usine, en fait. Et ça peut effectivement provoquer les effondrements
progressif. Comme on a dit, il y a plusieurs étages. Mais si ça commence à s'effondrer un peu partout, en plus, ils sont asphyxiés parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, c'est ça qui va faire, en effet, où, selon Poutine, il pourrait avoir ce type de reddition de la part des militaires ukrainiens. Après, c'est vrai que les militaires ukrainiens qui sont là, ils n'ont pas d'intérêt, ils ont dit ça plusieurs reprises, ils ne vont pas se rendre parce que déjà, la première chose, c'est que Poutine ne respecte pas les accords et dans le cadre international en termes d'échange des militaires ou même dans le cadre civil, il n'a pas pu respecter les accords pour l'évacuation des civils. Alors, plus encore, pour un régiment dont il dit que ce sont des nationalistes extrêmes, il veut surtout les humilier, montrer dans les images des médias russes que voilà, ils sont sortis avec le drapeau blanc et vous pouvez vous rendre. Et après, ce qui se passe, c'est normalement ces gens-là, ils sont tués dans les conditions un peu, on ne saurait pas des détails, mais c'est ça le but et c'est ce que justement, les militaires ukrainiens vont éviter. Ils ont dit, on ne va pas faire ce cadeau à Poutine. On ne va pas faire ce cadeau à Poutine. Et je pense que là, en termes d'efforts à l'international, en termes d'efforts du gouvernement ukrainien, il faut tout faire pour réussir faire sortir au moins les blessés dont on parle. Mais vous imaginez que les personnes avec des amputations qui sont là dans les conditions complètement inappropriées, sans des antibiotiques, sans la stérilité qu'il faut pour faire des opérations. En fait, même moindre blessure, les gens, ils se font amputer des... Quand on voit les images d'exactions de l'armée russe commises à Boutcha, dans ces communes près de Kiev, on se dit que ce n'est pas sûr que l'état de santé des soldats ukrainiens émeuve beaucoup à Vladimir Poutine. Non, bien sûr, on ne parle pas de lui. Bon, lui, on le met de côté parce que de toute manière, rien ne l'émeuve. Mais en fait, là, on parle de ce que nous, on peut faire en tant que communauté internationale et ce que le gouvernement devrait faire en tant qu'effort pour les faire sortir. Il y avait aussi des femmes de ces militaires qui étaient là aussi en Paris, qui se sont rendus jusqu'à voir le pape, pour dire qu'en fait, mon mari, par exemple, disait, il boit un verre d'eau par jour. Ils n'ont pas assez de nourriture pour tenir. Il y avait un certain nombre de témoignages comme quoi ils ont que la nourriture pour quelques semaines. Alors, effectivement, pour ceux qui sont gravement blessés, c'est chaque jour, chaque heure, ça compte. Parce que si vous avez le sepsis, l'hémorragie, c'est la mort qui est très, très vite là. Et le pire, c'est que tout le monde est au courant. Là, la guerre, elle a changé de face parce que, je veux dire, dans le XXIe siècle, on voit tout. Tout est montré. Et de sentir cette impuissance face à des faits qui sont quand même révoltants, c'est quand même dur. En fait, pour moi, c'est dur parce que je suis ukrainienne, je suis directement touchée. Mais je dirais aussi, de la communauté internationale, quand ils regardent ce qui se passe et que quand même, il y a certaines choses que ça piétine. En fait, ça n'arrive pas à produire un effet qu'on veut, c'est-à-dire l'extraction de ces militaires parce que Poutine n'aurait aucune pitié d'eux. C'est très désolant. En tout cas, ce qui